Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les enjeux d'un nouveau mois, du mois de novembre, alors qui a bien commencé hier sur les marchés dans le sillage du mois d'octobre. Petite séance de consolidation aujourd'hui en attendant notamment les décisions monétaires américaines, les enjeux du mois de novembre. On va largement y revenir avec nos invités de Planète Marché dans un instant, en tirant d'abord les leçons, les enseignements d'un mois d'octobre historique. C'est le meilleur mois d'octobre en termes de performance boursière depuis près de 50 ans. On peut donc supposer qu'il s'est passé quelque chose. Le rebond action a été particulièrement violent. Le fait qu'on ait déjà connu un épisode de rebond violent au cours de l'été, effectivement, doit peut-être amener encore un peu de prudence de la part des investisseurs, sachant que le rebond estival s'est terminé dans la douleur avec le retour des indices sur des points bas fin septembre. Est-ce que cette fois, l'histoire peut être différente? Ce sera la grande question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Un peu d'attentisme sur la séance du jour. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen, parce que la Fed doit rendre sa décision de politique monétaire ce soir, 19h. Heure de Paris, d'ailleurs, notez qu'on a seulement 5 heures de décalage pendant 15 jours avec la côte est des États-Unis. Le suspense n'est pas sur la taille de la hausse de taux qui sera délivrée ce soir, 75 points de base, 4e hausse de taux consécutive de cette ampleur pour la Réserve fédérale américaine, mais plutôt de savoir si à ce niveau de restriction monétaire, la stratégie ou le narratif de la Réserve fédérale américaine peut commencer à évoluer avec l'idée que ce serait peut-être ce soir la dernière hausse de taux de 75 points de base dans ce cycle. Là aussi, nous évoquerons le sujet avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous parlerons de l'investissement dans la tech. Parce que oui, si la parenthèse des GAFAM semble s'être refermée, on l'a vu encore avec les réactions de marché négatives après les publications des résultats des grands groupes technologiques américains la semaine dernière, l'investissement dans la tech, lui, reste évidemment un investissement d'avenir. Quel est l'avenir de l'investissement dans la technologie? Nous en parlerons avec les équipes de Quadrille Capital. Et l'un des gérants de Quadrille Capital sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen, comme chaque soir, et un peu d'indécision. Il faut le noter, une séance de consolidation, pourrait-on dire, avant la décision de la Réserve fédérale américaine tout à l'heure. Paris avance cependant dans le rouge. Wall Street hésite. Les investisseurs ont quasiment intégré la perspective d'une 4e hausse consécutive de 75 points de base des taux des Fed Funds. La conférence de presse de Jérôme Powell, prévue à 19h30, et d'éventuelles indications quant à l'ampleur des prochaines hausses de taux sont particulièrement attendues. Du côté des derniers indicateurs américains, notamment, difficile de voir un infléchissement dans la dynamique du marché du travail au cours du mois d'octobre. Selon l'Institut ADP, en octobre, le secteur privé américain a créé 239 000 emplois contre 200 000 attendus et 198 000 en septembre. Les salaires ont augmenté de 7,7% sur un an. À noter que plus près de nous, la contraction de l'activité manufacturière en zone euro se poursuit. Toujours pour le mois d'octobre, l'indice PMI calculé par S&P Global a reculé de 2 points à 46,4, son plus bas niveau depuis mai 2020. Du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui à Paris, on notera la baisse de L'Oréal. Oui, le titre de L'Oréal est en nette baisse en réaction aux résultats et prévisions inférieures aux attentes de l'américain Estée Lauder en termes de chiffre d'affaires. Le titre de Sodexo est aussi en net repli. Le groupe annonce viser une croissance organique de son chiffre d'affaires, comprise entre 6 et 8% pour les exercices 2024 et 2025, et une marge supérieure à 6% en 2025, soit un ralentissement par rapport aux prévisions pour 2023. Dans le même secteur, Elior chute. Et puis Imerys cède du terrain au lendemain d'un bond de 30% sous l'effet de l'annonce de l'ouverture d'ici 2027 d'un gisement de lithium dans l'Allier. Sur 9 mois, le producteur de minéraux industriels a dévoilé des résultats solides. Il a aussi confirmé son
objectif de rentabilité pour l'exercice en cours. Mais la guerre en Ukraine, les confinements en Chine et la faiblesse du secteur automobile ont fait reculer le volume des ventes de plus de 4% sur 9 mois. Et puis, signe des temps, Alix, la compagnie pétrolière américaine ExxonMobil, entre à nouveau dans le top 10 des plus grosses capitalisations boursières mondiales. Après une décennie durant laquelle les géants de la tech ont caracolé en tête du classement mondial des capitalisations boursières, ExxonMobil est à nouveau dans le top 10 des plus grosses entreprises cotées au monde. Au troisième trimestre, ExxonMobil a triplé ses bénéfices par rapport à la même période il y a un an. Ils atteignaient près de 20 milliards de dollars sur les 3 mois à fin septembre, soit très proche de ceux dégagés par Apple, et ce, grâce à une production qui va crescendo et des cours du pétrole toujours très élevés. Jamais au cours de ses 152 ans d'histoire, ExxonMobil n'avait consigné des profits aussi gros. Cette semaine, le cours de son action atteint de nouveaux plus hauts historiques. ExxonMobil pèse désormais plus de 460 milliards de dollars en bourse, le plaçant au 9e rang du classement des capitalisations, et après avoir commencé l'année à la 45e place. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Eric Venet de nous accompagner également. Bonsoir Eric, Bonsoir. directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et avec nous en plateau également, Julien Nebenzal, le président de GPS Stratégie et Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Question simple et directe. Julien, je commence avec vous. Est-ce que le mois d'octobre peut marquer le début de la fin du bear market qui nous occupe depuis bientôt un an maintenant? C'est probable. C'est probable. Vous avez dit, je crois, en introduction que c'était un des plus beaux mois d'octobre ever, sur 50 ans, je crois. Octobre est rarement mauvais, en fait. C'est un mois dans lequel il y a des interrogations, il y a de la volatilité, mais c'est un mois qui est rarement mauvais. Ce qu'on peut voir sur le mois d'octobre, sur par exemple les actions européennes, c'est la concomitance avec une stabilité du marché obligataire. Il a arrêté de baisser. Peut-être une légère reprise de l'euro, bien que ce soit marginal, je pense, pour la situation des actions. Mais ça, c'est un élément un petit peu confortant par rapport à la qualité, la puissance de ce rebond. Mais je crois que ce qui m'amène à penser que donc, le point bas est relativement significatif pour plusieurs mois, c'est que le premier trimestre a vu une dégradation de la psychologie, là je parle uniquement psychologie, la psychologie des investisseurs, avec notamment le point d'orgue du premier trimestre qui est le début de la guerre en Europe. Et là, de toute évidence, la décision a été prise de réduire l'exposition globale sur les marchés d'actions, quelle que soit la formule de gestion qui soit retenue. Et puis, la seconde partie, ce qui a suivi, c'est la prise en compte de la dimension de la politique monétaire qui devait évidemment se normaliser, mais en fait, la question se posait de savoir si on n'irait pas au-delà de la normalisation. La fin de la forward guidance, d'une certaine manière. Et là, je crois que le phénomène de réduction d'exposition aux actions s'est prolongé un peu. Et il s'est prolongé jusqu'à un stade que je qualifie de psychologie collective, un stade très consensuel, au sens, pour vraiment l'illustrer, au sens où vous demandiez sur les plateaux de télévision américains, anglais, français, à un groupe de financiers, et je crois que 1 sur 2 disait « il nous manque une dernière baisse ». Ça, c'était le phénomène vraiment où on accepte qu'il y a un marché baissier, et on sait qu'un marché baissier se termine par une sorte de purge, en quelque sorte. C'est d'ailleurs un élément plutôt de la finance comportementale que de la théorie financière classique. Et à partir du moment où ce consensus s'est formé, pour ma part, je considère qu'il n'y a pas de possibilité d'accélération baissière en soi dans le marché et que le niveau de protection est suffisant pour la plupart des événements. Évidemment, je ne peux pas préjuger d'une réaction sur une extension terrible de la guerre en Europe. Mais en dehors de ce cas de figure, je crois que le marché était tout à fait disposé à accueillir les mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, les mauvaises nouvelles ont d'une certaine manière continué, le marché s'est mis à monter. Donc je pense qu'on a atteint un point relativement important d'équilibre dans un contexte de pessimisme et que pour le renverser, pour que en fait on change d'état d'esprit, il faut vraiment que le marché monte pas mal
parce que là encore, l'appréciation générale est loin d'être optimiste. Et je disais, il faut attendre probablement une bonne amélioration, en tout cas qu'on dise des choses extrêmement positives d'ici 6 mois. Je maintiens ce point de vue, je pense que c'est à peu près la temporalité. Et en termes de prix, je pense qu'on devrait assister à un retour sur les sommets de marché, que ce soit sur les marchés américains ou européens d'actions. Quand on parle des sommets, c'est ceux de début 2022 ? Oui, tout à fait. Ouais. Ceux qui, le dernier semestre, le deuxième semestre 2021, c'est vraiment le semestre classique où on monte très lentement et où, pas l'euphorie, mais l'optimisme se déroule mois après mois. C'est-à-dire que l'action des prix n'a rien à voir avec l'enthousiasme des discours. Et on a vu en fait le phénomène inverse. Donc on a une place en termes de... Il y a 6 mois là, vous dites. Oui, on essaye de caractériser un peu les choses, hein, mais... Compte tenu de la puissance du rebond qu'on a vu et de sa structure, et si je fais appel à mes petites connaissances d'analyse technique, je ne serais pas surpris qu'il y ait un petit retour en arrière. Là, dans les jours ou semaines qui viennent, ça ne me surprendrait pas. Mais sur le fait, la question posée, savoir est-ce qu'on a un point bas qui est fort, je pense... Je ne le trouvais pas avant, je ne savais pas que dire. Maintenant, je le pense, je le confirme, je crois qu'on a quelque chose de très solide. Sur 6 mois, là... Il y a une stratégie à mettre en place. Non, mais il y a une probabilité importante qu'une stratégie suivant la hausse des marchés soit récompensée. Juste ce point-là sur 6 mois, c'est parce que l'absence, en fait, le fait qu'il y ait un phénomène consensuel autour d'une dernière grande baisse de forme purge, c'est typique en fait d'un range. C'est-à-dire qu'on atteint un point bas. Le consensus attend ça, le marché va revenir en haut du range, c'est-à-dire sur le point haut précédent. Et ce n'est qu'ensuite qu'une nouvelle étape pourra éventuellement interroger à nouveau la communauté des investisseurs. Mais quand on attend ça et que ça ne se produit pas, c'est que c'est un range. Et donc l'objectif du range, c'est le retour au plus haut. Eric, analyse de ce mois d'octobre, et c'est la question un peu sous-jacente. Est-ce que le risque pour vous... c'est une répétition de ce qu'on a connu cet été, c'est un fort rebond mais qui se termine mal, ou est-ce que cette fois il y a des chances que la fin de l'histoire soit différente? Je vais faire une réponse de Normand. En fait, je pense qu'on sera plus haut effectivement dans pas très longtemps. Mais ce qui me gêne, c'est que le marché a monté comme au mois d'août. C'est-à-dire que sur une anticipation politique monétaire, on s'est dit, bon, cette fois, ça y est... C'est le narratif qu'on veut y mettre, hein, mais bon... C'est ce qu'on entend. Oui, c'est le narratif de marché qui a nourri, encore une fois, cette hausse. Sauf que les statistiques n'ont pas montré qu'il y avait un profond ralentissement et qu'il y avait un début de baisse... d'anticipation d'inflation. Donc, si jamais on a un retour... Moi, ce que j'attends, c'est le discours de la Fed. Là. C'est-à-dire que, est-ce que la Fed est satisfaite avec ces tendances globalement? Elle aurait un petit peu agi sur la croissance et un petit peu agi sur l'inflation. Et on est à peu près tous d'accord que, elle va commencer à ralentir, ou du moins, elle sera dépendante des prochaines statistiques. Mais elle peut avoir le discours suivant, disant que non, ça ne va pas assez vite, et vous vous êtes fait des leurs, et vous inquiétez pas, on n'a pas fini. Et là, on reviendrait... Alors, je pense qu'on ne reviendrait pas au plus bas, enfin, je suis d'accord avec vous, mais on peut reculer encore un petit peu. Mais marché en crabe, en fait, pour mieux après remonter. Si c'est pas cette fois-là, enfin voilà. Les statistiques sont vraiment compliquées à comprendre, l'emploi. Et là, par rapport au discours, si on prend comme référence le discours de Jackson Hole fin août par Jérôme Powell, qui a marqué le retour à la réalité pour les marchés, entre guillemets, est-ce que beaucoup de choses ont changé du point de vue de la dynamique de l'inflation ou du marché du travail aux États-Unis depuis? C'est pas évident. Non, dans les statistiques, c'est compliqué. On a un peu de tout. L'emploi est très bon encore. Et donc, si la Fed se focalise sur l'emploi, il n'y a pas de raison que... Puis après... Même en tendance, c'est difficile d'extrapoler quelque chose de... En tendance, on sait bien qu'il y a un ralentissement. Oui, on crée encore plus de 200 000 emplois chaque mois aux États-Unis. Bon. Oui, alors évidemment, on a pu créer 500 000 à certains moments. Mais... Les conditions plus compliquées, que l'immobilier est plus compliqué. Mais ça se voit pas vraiment dans les chiffres. Donc, peut-être que la Fed pourrait dire... Vous emballez pas, et ne serait-ce que dire ne vous emballez pas, c'est pas fait. On pourrait peut-être souffler. Alors peut-être que c'est votre scénario en disant quand on redescend de quelques pourcentages après pour mieux remonter. Peut-être, mais c'est pas mon. Enfin,
on peut avoir raison tous les deux, mais l'explication pour moi, elle est là. C'est-à-dire que le marché a voulu y croire. Et, Le marché aimerait que ce soir, ce soit la dernière hausse de 75 points de base. Oui. C'est pas évident que demain matin, on puisse l'affirmer. Oui, c'est plutôt le discours, les termes, on voit bien que c'est quand même très comportemental. Parce que, encore une fois, les statistiques là, l'économie ne peut pas aider. On sent que c'est. Après, on peut se dire qu'il faut 9 mois pour que on ait des tendances vraiment plus économiques. Donc, mais je parierais effectivement pour des plus hauts dans pas longtemps, mais il faut qu'on passe ces 3-4 jours-là. D'accord. En fait, parce que Qu'il y a un risque à la hausse quand même. C'est 4 jours. Le marché, il va aujourd'hui, demain, et puis voilà. Et après, on saura le mood qu'il veut prendre, quelles que soient les statistiques. Donc, on verra. Bon, prochaine. Risque à la hausse ou risque à la baisse? Parce qu'on a quand même un rebond qui approche les 10% désormais, Frédéric. On a tactiquement envie de vendre ce rebond, ou est-ce que cette fois, on se dit que c'est peut-être le bon moment de rester un peu investi? Nous, on a plutôt tactiquement envie de le vendre. Enfin, on l'avait déjà vendu, pour tout dire, depuis un bon moment. Donc là, on fait le dos rond. Plusieurs raisons à ce rebond pour nous. D'abord, un consensus vendeur extrêmement fort. Donc, voilà, beaucoup de vendeurs, donc plus personne pour vendre. Ça, c'est plutôt positif pour le marché. Je pense quelque chose aussi qu'on a peut-être un peu sous-estimé, c'est qu'il y a eu quand même des craquements d'ordre systémique dans le marché. Oublions pas les obligations de Crédit Suisse, qui est une banque très importante, un plus gros morceau quand même que Lehman Brothers, qui commence à montrer des très très gros signes de faiblesse, et même les fonds de pension anglais à la suite du crack sur le Gilt qui sont remis en question. Donc ça, quand même, le sentiment quand même que les banques centrales sont quand même déjà allées très très loin. Et puis l'intervention de la Banque centrale d'Angleterre, qui nous rappelle que finalement cette capitulation dont on parlait tout à l'heure, elle a un petit peu moins de chances d'avoir lieu si finalement, même s'il y a de l'inflation, et il y en a en Angleterre, on le sait, les banques centrales sont prêtes à intervenir quand même pour des raisons de stabilité financière. Donc finalement, on retrouve quand même un petit peu, on se dit voilà, elles ne nous ont pas complètement oublié, ces banques centrales, et donc je pense que ça a permis au marché de récupérer un peu. Puis dernier point, peut-être le plus important, mais ce qui nous fait douter, ça c'était tout ça je parle du passé. Ce qui nous fait douter sur la qualité du rebond, c'est que finalement, il y a ce sentiment en fait aujourd'hui que les banques centrales, la Fed, la BCE, mais surtout la Fed a fait quand même l'essentiel du chemin, et donc on a une stabilisation des taux obligataires, les anticipations d'inflation se sont calmées, voire elles sont même plutôt bonnes à 10 ans. Pour nous, c'est plutôt une bonne opportunité d'aller sur les obligations américaines. Mais attention, sur les actions, oui, donc il y a une respiration naturelle du marché. Mais qu'est-ce qui vient après cette stabilisation sur les taux? C'est les anticipations économiques. Pourquoi les taux aussi, aujourd'hui, se stabilisent? Parce que les PMI sont mauvais, parce que l'économie, probablement aux États-Unis, ça va être très, très sous le potentiel, même pas un demi-point de croissance par trimestre. Que les profits vont pas être là. Et aujourd'hui, les profits anticipés restent quand même assez solides. Donc nous, on a le sentiment quand même que oui, la baisse des multiples, qui explique la première partie de la baisse des marchés, est probablement derrière nous, parce que les marchés obligataires se stabilisent grâce aux banques centrales. Mais attention, derrière vient la baisse de la croissance économique, et donc un essoufflement des profits. C'est pour ça que nous, on n'achète pas ce rallye aujourd'hui. Sur la Fed, la question du pivot, alors attention, beaucoup de variations autour du thème du pivot. Non, mais du coup, à redéfinir en permanence. Mais l'idée d'une Fed qui passerait de 75 encore ce soir à 50 points de base de hausse, peut-être pour le meeting de décembre. Quelle interprétation est-ce que vous en feriez, Frédéric? Est-ce que ça pourrait remettre en cause, par exemple, le point d'atterrissage du cycle de resserrement monétaire de la Fed, ou est-ce que le rythme des hausses de taux est complètement, ou plutôt le taux terminal est complètement indépendant du rythme des hausses de taux qui pourraient avoir lieu demain? Oui, alors le taux objectif, le taux terminal, c'est extrêmement difficile à connaître. Moi, je cite souvent Jérôme Powell qui dit « Nous comprenons aujourd'hui à quel point nous comprenons mal ou peu l'inflation ». Donc je pense que... Mais voilà, aujourd'hui, on est avec une Fed qui a quand même fait beaucoup, qui va faire 75 points de base. Nous, on ne serait pas complètement étonnés qu'elle fasse 50 points de base. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même le rallye qu'on a vécu au mois d'octobre. D'accord. Voilà, c'est pas... Si elle nous dit, on fait 50 points de base le mois prochain...
dire bah oui, mais enfin les marchés actions ont quand même déjà ce qu'on a payé. voilà, il me semble. Alors, il peut y avoir quand même ce sentiment aussi que finalement, voilà, en tout cas, on part pas à la dérive, on part pas sur du 100 points de base. On fera pas du Volcker. Et je dirais même le fait dès aujourd'hui de discuter de 50 points de base, ça exclut la possibilité de faire des hausses extrêmement brutales plus tard, si jamais voilà, l'inflation venait à déraper. Mais attention quand même, on le rappelait tout à l'heure, hein, les chiffres d'inflation, ils sont pas bons. Ah bah non. Voilà, toujours pas bons. Les chiffres d'emploi qu'on a eu tout à l'heure, ils sont bons. Si, donc il y aura des hausses de salaire. Donc la Fed quand même peut... ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, compte tenu des statistiques qu'on a, la Fed dit c'est bon, on Elle ne va peut pas faire, donner l'impression de relâcher la pression à ce stade. Elle va maintenir la pression et donc voilà, elle va peut-être se montrer un petit peu plus dépendante des données économiques, voilà, signaler un peu plus effectivement que beaucoup de pressions inflationnistes sont en train de reculer, etc., etc. Donc ça va être dans le discours. Mais je ne crois pas qu'on puisse assister d'ores et déjà, compte tenu des données qu'on a eues, et aussi du discours de la Fed quant à sa qualité elle-même de prévision, son humilité, je dirais, vis-à-vis de l'inflation, je vois mal qu'elle puisse être aussi affirmative dans son pivot. Oui, Eric, c'est un peu le sens de ce que vous disiez aussi. Parce que si la prochaine, c'est celle-là, c'est oui, décembre, on parle de décembre. 50, je pense que pour le coup, on continuera de monter. Parce que non seulement c'était en espérant que la suivante soit que de 25. Voilà. On s'est dit, ça y est, la Fed se satisfait, enfin ce que je disais tout à l'heure, se satisfait de la tendance et que, parce que, honnêtement, on pourrait être encore à 0,75 parce que les chiffres ne le montrent toujours pas. Donc, pour moi, ça sera un signe assez fort quand même, 0,50 la prochaine. C'est-à-dire qu'effectivement, là, du coup, vu le peu d'investissement dans les marchés actions, on partirait. Oui, Frédéric. Je peux rebondir là-dessus. Je pense que c'est vrai que c'est clairement une possibilité. C'est la raison pour laquelle nous, on est revenu sur les obligations américaines. Mais je dirais qu'à parité de risque, je trouve que c'est un meilleur argument pour les obligations américaines que pour les actions qui vont quand même avoir des baisses de profit. C'est vrai que j'ai attaqué sur les actions parce que Smart Bourse et parce que le rebond était violent. Mais j'ai bien compris que dans le playbook de l'investisseur, il y a quand même aussi les profits. Il y a d'autres choses avant les actions, mais on pourra en parler. Oui, mais même, je veux dire, il y a les multiples, mais il y a aussi les profits. Dans l'équation, dans le schéma ou votre manière de réfléchir, Julien, c'est important que la Fed ne fasse plus 75 points de base à partir de demain, d'une certaine manière. Ça joue dans dans la qualité ou la solidité du rebond. Dans nos travaux sur les cycles, cette année, si je prends à peu près 12 mois glissants, inflation, niveau de la croissance américaine et marché action, on est en plein dans ce que les cycles nous disent qu'il doit se passer. Donc c'est bien, sauf à l'opposé, sur le marché obligataire, on est complètement en dehors des clous. Pour nous, la hausse des taux obligataires est beaucoup plus importante que ce qu'on avait escompté, mais beaucoup plus. Pour donner, pour être justement très humble, le 10 ans américain, à partir de 3%, à 3, on l'achetait. Ça commençait à être notre objectif, l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, la vitesse la vigueur de la décision de la Banque centrale, dans ce cadre, est venue heurter notre modèle et nous a surpris. Maintenant, on continue quand même de penser, je continue de défendre l'idée que ce qu'ils font, c'est surtout un travail de normalisation et que l'inflation qui existe, qu'il faut combattre, j'en conviens, mais c'est surtout un élément de discours. Et la fin du Forward Guidance, c'est exactement ça. Pour normaliser et que ça se passe le moins mal possible, parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de le faire, ça a été très 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 compliqué, autant définir un objectif, finalement, un nouvel ennemi en quelque sorte, et ne plus parler de la normalisation en tant que telle, et pour autant la faire. Donc je pense que tout ce qui se passe est assez cohérent. Après, moi, toute la recherche que j'ai toujours lue, c'est plutôt des économies sur le rôle des banques centrales pour casser l'inflation. Monter les taux, c'est un frein à l'économie. Personne ne peut démontrer que ça a une conséquence directe sur l'inflation. Personne ne l'a démontré. Il y a des gens qui ont dit le contraire. On est à 300 points de base de hausse de taux. L'inflation core CPI est au plus haut du cycle aux États-Unis pour l'instant. Qu'il n'y ait pas de réaction instantanée, ça, je crois qu'on en est certain. Mais même si on se projette à un an, c'est pas du tout évident. D'après tous les travaux, Galbraith était le premier à l'avoir dit dans son livre L'argent, dans les années 70, de dire, si vous regardez toutes les décisions de la Banque centrale américaine depuis qu'elle existe, vous voyez que quand il y a baisse de l'inflation, ça n'est probablement pas dû à son action. Lui, il va carrément dans l'autre sens. En revanche, la politique budgétaire est extrêmement importante sur
l'initiation de l'inflation, ça on l'a vu, je crois que tout le monde est d'accord, mais en plus sur le ralentissement possible. Et aux États-Unis, le budget 2021 était très fort. Le budget 2022 est beaucoup plus restreint. Oui. Et je crois qu'il y a un accord. On oublie cette partie-là. Il y a un accord entre la Banque fédérale et le gouvernement, le fameux tandem avec Yellen. Cet accord est là. C'est cet accord qui est là pour contrer l'inflation. C'est pas tant la décision des banques centrales. Donc, en conséquence, moi, je pense que c'est pas vraiment un sujet, le sujet de ce que va dire la Fed, ce qu'elle va faire. Qu'il y ait une conséquence sur les marchés d'actions, de la volatilité, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que sur le fond, c'est pas vraiment le sujet. Ils voulaient normaliser, ils ont normalisé, c'est quasiment terminé. Et l'inflation, je pense qu'on va se rendre compte que c'est pas ça n'est pas l'objectif si important pour la Banque centrale américaine. Ouais. Normaliser sans casser des banques, les marchés financiers, etc., ça, c'est très compliqué. Et ils sont en train de le réussir. Et on rentre dans cette phase-là, je parlais de narratif tout à l'heure, parce qu'on aime bien mettre un narratif, souvent a posteriori d'ailleurs, sur les mouvements de marché, ce qui n'est pas toujours très cohérent, mais il y a quand même l'idée que la balance des risques a évolué pour les banques centrales. Oui, en fait, j'aime bien votre idée. En fait, il y a très peu de liens. Enfin, il y a un lien entre freiner. On voit bien que si on freine la croissance, les anticipations des agents seront moins gourmandes et ainsi de suite. Mais d'abord, c'est la seule arme qu'a la politique monétaire. Donc, effectivement, de se dire. Je vais taper sur la croissance. Et finalement, c'est le meilleur scénario qu'on ait aujourd'hui, si on veut. C'est que finalement, l'inflation se temporise un peu, on n'en doute pas, mais la croissance dans la tête, on a des anticipations de croissance très négatives, hein, c'est clair. Mais dans les chiffres, on l'a pas encore. Donc, pour l'instant, c'est le meilleur scénario. Après, comment va s'en sortir la Fed ? À un moment donné, elle va dire, peut-être que mes objectifs, c'est pas 2, 3, ça sera peut-être 4, 5. Il fallait absolument casser les anticipations. Et donc, pour ça, il fallait dire, je vais faire mal, vous allez voir, ainsi de suite, c'est parfois tard. Montrer qu'on est capable de freiner, quoi. Voilà. Si ça suffit, bravo, quoi. Mais je suis pas sûr qu'il y ait un lien, effectivement. Je pense que l'inflation, c'est beaucoup plus de choses. Mais dans un premier temps, il fallait taper. Oui, chacun a sa partie à jouer, quand même. Et ça a bien plu au marché, puisque le marché a besoin quand même de savoir où on va sur les taux. Donc, si tout le monde y croit, c'est bien, quoi. Dans cette équation, alors on en parlera la semaine prochaine, mais les élections de mi-mandat approchent aux États-Unis, c'est un rendez-vous régulier, les investisseurs en ont l'habitude, etc. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers là, au regard d'ailleurs du sujet de l'inflation, de la croissance, de la balance des risques pour la Fed quel type de sujet ou quel type de dossier est-ce que sur lequel les républicains pourraient avoir plus d'influence ? Est-ce qu'il y a des points particuliers c'est l'occasion de le faire. Ça va être probablement, comme tout pouvoir, un petit peu plus divisé. Enfin, on risque d'avoir fortement donc une Chambre de représentants et un Sénat qui soient tous deux républicains, et donc une plus grande difficulté à mettre en place des politiques budgétaires. Et c'est plutôt tant mieux. Au moment où c'est un peu moins bien quand même. D'accord. On déteste pas quand même. Souvenez-vous quand Donald Trump a pris la présidence en 2016 et qu'il a eu donc le Sénat et la Chambre des représentants. Donc il y a eu une petite peur au sujet du style et puis de ses positions géopolitiques. Puis derrière, le marché a beaucoup monté. Pourquoi ? Parce qu'en ayant les trois pouvoirs, on avait des relances extrêmement importantes, des baisses d'impôts, et donc tout ça est plutôt bon, soit pour la bourse, si c'est des baisses d'impôts sur les dividendes, etc., soit sur les profits, soit une meilleure économie s'il s'agit de relance. On a eu ça avec Biden, on a eu quand même des relances extrêmement fortes, alors peut-être un peu trop fortes, effectivement. On en parlera peut-être encore longtemps, mais là, avec un pouvoir un petit peu plus divisé, à ce stade-là, on va voir comment se placent les équilibres, mais on risque d'avoir peut-être un petit peu moins de flexibilité budgétaire et donc peut-être un petit peu moins de possibilités de croissance économique. Mais ça resterait marginal dans le scénario global. Il n'y a pas de game changer à attendre après, ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Moi, il ne me semble pas aujourd'hui, et c'est vrai que on en discutera dépendant exactement des résultats et de ce que vont dire chacun.
Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est frappant, c'est l'arrivée de nouveau des Républicains qui avaient quand même assez largement perdu les dernières élections. Et puis malgré un nombre d'affaires relativement incalculable finalement, le retour au pouvoir, l'alternance aux États-Unis, comme pratiquement, alors les résultats ne sont pas encore là, hein, mais je parle de sondage, comme pratiquement à chaque fois en fait, aux élections de mi-mandat, quoi. Je reviens encore sur le mois d'octobre. Un truc qui nous a tous frappé quand même, c'est de voir que les GAFAM+, alors groupe à définir, mais on comprend à peu près de quoi on parle, pouvaient baisser, chuter, et le marché pouvait monter. C'est assez nouveau quand même ça dans le paysage par rapport à ce qu'on connaît depuis 10 ans où ces groupes-là, la concentration, le poids indiciel de ces valeurs-là faisait que... le Dow Jones a beaucoup plus monté d'ailleurs. Et le Dow Jones a beaucoup plus monté. J'imagine que le S&P équipondéré a encore plus monté que le S&P traditionnel. Mais quand même, on a des baisses de 4, des chutes majeures pour ces titres-là. Et des séances où le marché pouvait... L'Europe n'a pas sous-performé. Et l'Europe n'en a pas subi les conséquences plus que d'habitude. Voilà. Donc on a eu pendant, si on prend la séquence depuis la crise financière de 2008-2009, on a eu un marché haussier avec systématiquement une surperformance régulière du marché américain et qui en fait venait de ce groupe de valeurs. Donc cette chose est très probablement terminée. Ça c'est fini. La parenthèse est définitivement refermée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas reçu le message. On peut le croire, le dire. Il faut quand même un tout petit peu l'argumenter. Si je prends justement la période crise financière, tout ce groupe de valeurs résonne avec le groupe de valeurs beaucoup plus disparate et qui n'a pas grand-chose à voir des années 99-2000 et de la bulle Internet. Donc en fait, les investisseurs sont face à quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont déjà vu. Donc ils sont quand même globalement assez prudents et sont des entreprises qui sont évidemment dans la modernité, la technologie, et qui vont progressivement, à l'image de Tesla depuis un an, qui vont progressivement délivrer des profits significatifs. Donc en fait, qu'il y ait eu un engouement pour ce type de valeur, c'est tout à fait normal, mais il a été très progressif. Et vraiment, il ne faut pas du tout croire que tout le monde était branché sur ces grands groupes il y a 10 ans, c'est pas vrai. Ça a mis du temps. Et première étape, c'était, je dirais, les 3-4 premières années par rapport à la crise financière, c'est de dire, voilà, ça ressemble à Internet d'avant, c'est la technologie, c'est la modernité, il en faut un petit peu, il faut voir ce que ça donne. Il y a une deuxième étape qui était de dire, ces gens-là sont des leaders, mais c'est très cher. Alors ça, c'était le discours commun, c'est horriblement cher, toute l'analyse financière disait, on doit constater que, mais il s'est passé quelque chose pendant toute cette période de tout aussi significatif, c'est la baisse des taux longs. Ouais. Et en fait, comme la baisse des taux longs venait justifier, indépendamment de l'analyse financière, le niveau préalable qu'on trouvait déjà trop cher, et ben en fait, ces actions ont forcément été sur le devant de la scène. Et puis, et ça, quand vous me dites est-ce que c'est fini, je crois qu'on c'est plus qu'un temps d'arrêt. Je crois que c'est quelque chose d'assez important qui s'est passé. Mais le plus haut, je vais prendre une entreprise emblématique. Évidemment, elles ne se ressemblent pas toutes. Amazon. Le plus haut d'Amazon, c'est à peu près le début du lockdown en Europe. Et des mêmes mesures avec les États-Unis. Ce qui veut dire que le moment où on est convaincu qu'ils dominent le monde parce que ce seront les seuls acteurs pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, et qui sont en train de nous démontrer, c'est encore une image avec Amazon, c'est en fait la formation du plus haut sur cette entreprise. Ensuite vient toute une séquence, toute plate, si on ne suit que le cours d'Amazon, toute une séquence où le prix évolue entre 2 bornes sans plus jamais progresser. En revanche, le discours n'est plus un discours de cherté. Le discours devient un discours, c'est une évidence que ces entreprises vont être les leaders des années à venir. Ce qui est certainement vrai. Je ne vais pas développer tout l'intérêt, tout ce que ces grands groupes sont en train de faire. Mais le discours d'investisseurs a changé et la surpondération a commencé à se produire. Ce qui fait qu'au moment où il y a peut-être le crack obligataire, un jour il faudra peut-être nommer cet événement. Oh bah oui, on l'a raconté, oui, si quand même, oui, 20% sur de le crack obligataire se produit, alors on revient en arrière, on refait toute la séquence de valorisation. Et au même moment, on se rend compte de discours même de ces entreprises. Là, je suis simplement le porte-parole de l'analyse financière. Je n'ai pas de compétences là-dessus, mais qui disent notre taux de croissance des bénéfices sera probablement un peu inférieur dans les années qui viennent. Voilà. Donc, je crois que la dynamique des prix nous dit déjà depuis un certain nombre de temps. Tout le schéma psychologique complet d'un groupe de valeurs est sous nos yeux. Et maintenant, on rentre dans ce qu'on appelle une consolidation. Et c'est pour ça que ce ne soit plus, sauf à certains moments, dans les 2-3 années. Mais il n'y aura plus cette surperformance
continue, régulière. permanente, qu'on a C'est pu cette vivre chose-là pendant 10 ans. qui est très probablement terminée, mais j'argumente pas ça d'un point de vue financier, mais d'un point de vue vraiment comportemental. Après, c'est ça. Eric. Ah bah non, mais bien sûr. L'économie américaine est encore là, parce que Bien sûr. on avait tendance. Non, mais bien sûr. Non, je dis juste qu'elle fait quand même un gros trou dans la raquette pour les investisseurs, parce que c'était la surperformance du marché américain générée par la surperformance de ce groupe de 5 valeurs qui ont fini par être surdétenues de manière excessive dans les portefeuilles. Donc c'est quand même... Bah oui. Oui, mais ça a été bien expliqué. Je pense qu'on va revenir sur un portefeuille beaucoup plus diversifié. C'est quand même les banques, l'énergie, qui ont eu des résultats, et des hausses très importantes. On peut imaginer dans le contexte actuel, qu'un groupe d'entreprises accède à ce statut qui a été celui des GAFAM pendant 10 ans et plus, alors avec toutes les phases psychologiques que Julien a décrites, mais est-ce que c'est encore possible d'imaginer un tel super cycle de profit d'abord, parce qu'il y a quand même derrière la surperformance boursière, il y a aussi une captation de profits énorme par ces entreprises. Non, Je pense que le plus ça a été fait, il me semble. Après, on ne sait jamais quels seront les leaders de demain, mais j'ai tendance de dire que le monde où le plus grand ramasse, je pense que ça a été fait dans les domaines où, après. La question est difficile, la réponse mais la réponse n'est pas forcément dans un secteur, parce que présenté comme ça, on se dit tiens, est-ce que ça va être du côté des matières premières, etc. On s'interroge. Mais c'est plutôt, encore une fois, les avancées technologiques qui sont les conséquences de 20 ou 30 ans de recherche qui sont derrière. Ces avancées technologiques, elles sont arrivées encore une fois dans un contexte de taux bas et dans un contexte de mondialisation presque heureuse. Là, on a des taux qui montent et on est en guerre en Europe, et les conflits entre nations ou entre, idéologies, ces conflits ne vont faire que progresser. Donc en fait, si on se dit tiens, qu'est-ce qui dans 10 ans aura surperformé, c'est la question présentée différemment, plutôt que de répondre secteur, je serais tenté d'aller chercher du côté de qu'est-ce qui va tenir dans le monde qui se profile devant nous. Voilà. Dans ce monde qui lui a changé. Oui, non mais on verra si dans 10 ans... L'énergie, je pense qu'il y a un besoin d'énergie, et surtout un contrôle d'énergie qui est fondamental. Par quoi on remplace les GAFAM plus ? Je ne sais pas si on va vraiment les remplacer. Non, je pense que les GAFAM... On les enterre pas trop vite, il ne faut pas les enterrer trop vite non plus. On a fait une éloge funèbre des GAFAM en fin de semaine dernière. Qu'elles ont été, mais nous, je pense effectivement qu'il y a eu quand même un crack obligataire, l'oublions pas, ce sont des valeurs de croissance, et les valeurs de croissance sont des valeurs aussi un petit peu obligataires. Si on pense que la Fed n'est pas très loin d'un pivot, elle a fait l'essentiel, que les taux américains se stabilisent, voire redescendent, pourquoi pas vers des niveaux de l'ordre de 3%. Je pense quand même que les valeurs de croissance peuvent avoir leur mot à dire, d'autant qu'elles ont quand même assez largement corrigé. Quand on regarde les valeurs de croissance et qu'on estime quand même qu'elles vont continuer d'avoir de la croissance et qu'on les compare aux value, aux valeurs industrielles, etc., nous, on les trouve plus tellement survalorisées. Donc, elles peuvent bénéficier aujourd'hui d'une baisse de taux. Et puis après, je pense que c'est à l'analyste à chaque fois de regarder. Il y a peut-être parmi ces GAFAM, je ne veux pas donner de nom, parce que je ne suis pas un analyste, mais des valeurs qui effectivement ont eu beaucoup de croissance parce qu'elles ont pris une part de marché très importante, peut-être investi sur des choses qui sont un petit peu plus risquées et incertaines, d'autres qui vont continuer. Alors, vous avez de très belles valeurs aussi dans les semi-conducteurs. Alors, je ne sais pas si c'est le prochain rallye, mais on sait que le monde aujourd'hui a faim de semi-conducteurs. Tout est en train de se... il y a un ordinateur à peu près dans chaque objet bientôt. Dans chaque machine à laver, oui. Voilà, donc il y en a déjà dans chaque machine à laver, on sait, Et donc, l'Internet des objets, l'électrification des véhicules peut porter cette industrie encore longtemps. Donc, les GAFAM, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, les valeurs de croissance, pour nous, restent quand même très intéressantes, et encore plus dans un contexte, comme nous l'anticipons, de baisse de taux. À propos de semi-conducteurs, qu'est-ce que vous comprenez de la sensibilité du marché à la thématique sanitaire en Chine ?
on a vu, alors c'est vrai que c'était pendant ce pont de la Toussaint, mais on a pu suivre l'idée d'une rumeur qui se diffusait sur les réseaux sociaux chinois, indiquant que le pouvoir, après le 20e congrès, réfléchissait peut-être à des étapes d'une stratégie qui permettrait à un moment de sortir de la politique du zéro Covid. Quel corps on peut donner à cette rumeur aujourd'hui, sachant que l'actualité sanitaire du moment en Chine, c'est quand même la mise à nouveau sous contrôle strict d'une zone importante, économique importante, autour de l'usine Foxconn qui produit des composants notamment pour l'iPhone, dans une zone d'activité économique importante justement pour la Chine et pour la technologie en général. Je crois que les marchés chinois aujourd'hui ont atteint des niveaux de valorisation extrêmement faibles et que ça reste un pays à croissance à moyen terme. Et donc beaucoup d'investisseurs cherchent un point d'entrée. Et donc cherchent la nouvelle qui éventuellement fera que ça y est, ils ont enfin le catalyseur qui fait qu'il faut acheter. Donc plusieurs problèmes sur les actions chinoises, la politique zéro Covid. Et donc le moindre signe aujourd'hui est regardé, mais on a été souvent déçus. Et le fait que on ait un pouvoir aujourd'hui aussi uni autour de Xi Jinping, qui est quand même l'apôtre de la politique zéro Covid, le créateur de la politique zéro Covid, pour nous, on voudrait en savoir un petit peu plus avant de se dire ça y est, ils vont enfin abandonner. On aimerait aussi voir une politique monétaire, des politiques budgétaires plus accommodante, mais manifestement le pouvoir en place souhaite avant tout éviter que trop d'endettement dans l'économie, donc ils vont continuer peut-être à faire souffrir cette économie. Et puis enfin des questions géopolitiques, comment ce gouvernement va-t-il se positionner par rapport au reste du monde. Donc je pense que aller chercher aujourd'hui les actions chinoises sur la possibilité d'un changement relativement mineur dans cette politique zéro Covid, ça paraît un peu fragile. Ça paraît un peu fragile. Ouais. Je dirais l'atout principal d'une prise de position acheteuse aujourd'hui, c'est sur les actions chinoises, c'est qu'on en parlait tout à l'heure. La valorisation. Personne n'en veut. C'est une valorisation très basse. Donc s'il y a un catalyseur qui se met vraiment en place, le rallye pourrait être important. Ce serait une nouvelle importante, un game changer pour les marchés si la Chine sortait ou faisait évoluer de manière significative sa politique zéro Covid. Pour quelques jours. Mais je pense que, mois après mois, vous posez la question, il ne faut pas toucher à la Chine. C'est déjà rien qu'avec nos économies où on essaie de comprendre les règles. Alors, la Chine, en plus, c'est quand même un pouvoir fort qui décide ce qu'il veut, et je pense que c'est plus... Sauf à ce que le client le demande expressément, vous dites, c'est pas un territoire d'investissement. Oui, je pense. Mais bon, parce que, encore une fois, vous rajoutez une couche supplémentaire qui est le pouvoir politique fort. Si Xi Jinping décide demain matin que, telle entreprise... c'est... Donc... je pense qu'il n'y a aucun intérêt à aller là-bas, si ce n'est que personne n'en veut, mais même... Non, mais moins de zéro Covid en Chine, ça peut être bon pour nous aussi. Oui, ça va stimuler, ça va stimuler un petit peu, et puis... Alors, ça peut être... C'est mieux pour les entreprises qui travaillent encore avec la Chine, donc finalement, qui ont des contrats, et on va se dire, ça y est, on va avoir moins de difficultés. Mais je pense qu'à moyen terme, Ceci dit, c'est un tort. Une partie des raisons pour lesquelles les indicateurs avancés de l'inflation sont plutôt bons, c'est aussi le ralentissement chinois. Le fait que les matières premières aujourd'hui restent sur des niveaux relativement modestes, que les prix du transport maritime aient tendance à baisser, c'est aussi le ralentissement chinois. Donc il y aura un double effet. Une relance chinoise va donner de meilleurs espoirs aux anticipations de profit, mais attention, d'un seul coup, le grand doute de l'année 2022 pourrait repartir. Donc ça serait intéressant de voir, ça pourrait être partagé. Bon, un mot de l'investissement. Alors, prudence sur les actions, si je résume, mais qu'est-ce qui vous intéresse avant les actions aujourd'hui, du coup Alors, donc prudence sur les actions. Il y a quand même quelques actions qu'on aime bien. Alors, on aime bien le Japon, on n'en a pas parlé. Mais une dynamique économique qui est un peu meilleure, une banque centrale qui n'a pas peur de l'inflation. D'ailleurs, elle en a peu, donc toujours plutôt accommodante. Et puis, un marché qui est très, très sous-investi au niveau international. Donc il y a quand même de la place aujourd'hui pour revenir sur les actions japonaises. Et puis on revient sur des valeurs de croissance. Donc
ça peut être des valeurs de sécurité, ça peut être des valeurs des énergies propres, voilà, dont on a beaucoup parlé, mais dont on continue aujourd'hui de parler. Puis, je pense aussi aux valeurs de qualité. Alors, les valeurs de qualité, souvent des valeurs qui sont peu endettées, donc souffrent moins d'un coût d'endettement supplémentaire. Souvent des valeurs qui ont une volatilité dans les profits qui est un peu moins forte. Donc là, l'aspect cyclique va un petit peu moins coûter, mais c'est souvent aussi des valeurs qui ont de la croissance. Alors, du coup, elles ne sont pas très bien comportées, ces valeurs-là, en général, depuis le début de l'année. Et si l'aspect croissance redevient intéressant, à ce moment-là, les deux autres aspects, faible endettement, faible volatilité des profits, pourraient devenir intéressants. Bon, Julien, avec l'idée qu'on a peut-être une fenêtre de tir de 6 mois pour une prolongation du rebond des marchés actions, quelles actions, quel type d'actions, quel secteur est-ce qu'il faut avoir pour en profiter au maximum ? Ça a été très, très désordonné cette année, en plus du grand désordre du Covid, parce que Covid, ça a été un grand écart sectoriel phénoménal. Nous, on s'était tenu à l'écart des choix sectoriels et on va courageusement continuer de faire la même chose. Ce qui compte pour nous, c'est plutôt risk-on, risk-off. Donc il y avait toute raison, au deuxième semestre de l'an dernier, de réduire la voilure en action. Il y a toute raison aujourd'hui de la reprendre et même d'être à fond, parce que ce n'est pas la peine de tergiverser, il faut y être complètement. Et pareil pour le risque obligataire, il faut être complètement dedans. Là aussi, il y a plus de raison d'être sur la retenue comme on a pu l'être à plusieurs reprises. Donc, ça y est, risk-on. Voilà, risk-on, effectivement. Bon. Nous, on est action, mais pas obligation, en fait. Ouais. Je pense que vous mettez sur action qu'obligation. Pour moi, le marché obligataire, c'est pas encore stabilisé. Donc, on verra ça. Je suis dans l'obligation buy and hold, en fait. J'entends. Je pense que, du coup, je préfère être cash et puis, effectivement, faire jouer ma pondération action cash, mais c'est tout. Très clair. On débriefera la Fed évidemment demain avec la Banque d'Angleterre qui reviendra sur le devant de la scène après l'épisode stabilité financière. On reprend quand même la normalisation de la politique monétaire avec 75 points de base de hausse de taux attendue également du côté de la Banque d'Angleterre. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans la technologie et nous en parlons avec les équipes de Quadrille Capital. Jean-Edouin Réa est à mes côtés, gérant chez Quadrille Capital. Jean-Edouin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On va parler évidemment, alors on l'a fait encore dans la partie précédente de l'émission, cet éloge funèbre des GAFAM par rapport au cycle, au super cycle qu'on a pu connaître. L'investissement dans la tech ne se résume plus sans doute aux GAFAM, on va y venir, mais un mot quand même de la logique industrielle qui s'applique chez Quadrille Capital quand on investit dans la tech. Vous êtes gérant du fonds Disruption Fund qui a été initié il y a près de 4 ans maintenant, je crois, c'est ça, Jean-Yves, qui est un fonds d'action internationale coté, comme on le connaît dans l'émission Smart Bourse, sauf que l'ADN et l'expertise originelle de Quadrille Capital, c'est le VC, c'est le Venture Capital, c'est le non coté. Et il y a 4 ans, vous avez voulu évoluer vers le monde des actions cotées, Jean-Edouin. Comment ça s'est passé et comment on capitalise sur l'expertise du non coté pour lancer une stratégie cotée ? Bon, alors chez Quadrille, il y a 4 piliers et les 3 premiers, c'est au tout début, c'était investir dans d'autres fonds venture, donc créer un fonds de fonds. Et l'équipe a 25 ans d'expérience là-dessus et ils connaissent énormément des meilleurs fonds, que ce soit en Californie, au UK ou en Europe. Et ils déploient l'argent des clients dans ces fonds. Et ensuite, c'est le deuxième pilier. Une fois qu'ils sont dans les fonds, ils travaillent avec les GP de ces fonds pour aller chercher les pépites. Et on fait toute notre propre analyse et c'est très indépendant, mais c'est très important aussi d'avoir des relations très fortes. C'est quand même un people business. Ensuite, on a créé un troisième pilier qui est un pilier de secondaire qui se prête surtout au contexte actuel. Il s'agit vraiment d'aller chercher, quand ça se présente, des investisseurs. En ce moment, ça se passe beaucoup au UK, des fonds de pension qui ont besoin de sortir certaines lignes. Et là, on est expert en valorisation et des fonds et des lignes qui sont dans les fonds. Il y a des discounts intéressants, j'imagine. De ce point de vue-là, en ce moment. Je ne le fais pas dire. Mais ce qui est intéressant, c'est à partir de toute cette base de connaissances, à partir de cette expertise, on pouvait aussi regarder le marché coté qui a une énorme volatilité, beaucoup plus que celle du non coté, parce que il n'y a pas que les augmentations de capital, il y a le prix tous les jours. Et à partir de là, on a fait des matrices de valorisation. Il y a
c'est un double échange. Eux, ils m'apportent de l'information, ils m'apportent les tendances, où va l'argent en ce moment, quelles sont les meilleures idées, quels sont les meilleurs fonds, pourquoi performent-ils, dans quoi investissent-ils. Et moi, avec mon expertise marché coté, je les aide, on va dire, à faire un peu de timing par rapport à une sortie d'IPO, une valorisation M&A, etc. Moi, je les aide avec le prix, on va dire. Ouais. Eux me disent quoi, moi, je leur dis combien. Très intéressant. Et on a développé tout ce travail, oui, les tendances, les idées, les méthodes. Je peux vous donner des exemples. Dans mon fonds, par exemple, nous avons une société de micro-ondulateurs solaires qui s'appelle Solar Edge. On l'a trouvée en partie grâce à Lightspeed Ventures, qui est un des fonds qui a créé cette société. D'accord. On a une société qui s'appelle STEM, qui fait des softwares pour gérer les flux électriques dans les maisons, on va dire... c'est pas la maison connectée, c'est la maison solarisée, ou la maison avec une batterie Powerwall. Tout ça doit être géré. Il y a le flux entrant de l'électricité et le flux sortant. Ça, c'est une idée qui nous vient de cette équipe. De même, pendant le confinement, on a connu Kahoot, une société norvégienne d'éducation en ligne. On a connu HelloFresh, qui est maintenant très connue, mais à l'époque, on la connaissait moins. Et oui, bien sûr. Voilà. Ah ouais. Oui, donc effectivement, ça apporte une vision différente dans la manière de gérer et de détecter peut-être en amont des dossiers ou des thématiques Ça nous aide et des beaucoup. tendances. On ne fait pas que ça, mais c'est vraiment... Oui, j'entends. Il y a un aspect qui est celui de la valorisation. Alors, vous êtes venu avec un graphique qu'il faut expliquer peut-être, Jean-Edwin, une régression qu'il faut montrer et que vous allez nous expliquer comment il faut lire ce graphique. Non, mais c'est intéressant parce que avec cette expérience de VC, vous ne mesurez pas ou vous ne valorisez pas les grandes thématiques technologiques comme les autres peut-être, d'une certaine manière. Bon, ça se fait de plus en plus, mais c'est vrai que c'est une grille d'analyse qui vient du monde du venture. Et ça vient du monde du venture parce que dans le venture, il faut valoriser des sociétés qui ont de très fortes croissances, mais le seul chiffre qu'on peut utiliser, c'est le chiffre d'affaires. Il n'y a pas de profit, c'est trop tôt. Il y a des utilisateurs, il y a d'autres métriques, des coûts d'acquisition clients, du capital investi et des estimations de return dans le temps, des DCF, mais... Pour nous, quand on est allé sur les marchés cotés, on s'est aperçu que pendant une très longue période, et on en parlait dans l'émission tout à l'heure, les taux étaient très bas, donc il y avait une tolérance. Bon, le cas de Tesla, Amazon, Netflix, c'est vraiment des cas d'école, d'une tolérance de 10 ans de croissance sans profit, et la bourse accepte. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus tout à fait le cas. Et... dans le détail, il y a des coefficients qu'on utilise qui favorisent plus la croissance ou plus les marges, mais l'idée ici, c'est que vous avez un multiple de chiffre d'affaires qui est rapporté en fait à une somme, qui est la somme de la croissance 4 ans et de la marge dans 2 ans. Et c'est une forme de... On rapporte le multiple de chiffre d'affaires à ce qu'on pourrait appeler les métriques normalisées, optimisées. Et ce qu'on trouve ici, c'est que vous pouvez voir par exemple la société Adyen, qui est probablement la société de tech que je connais en bourse qui est la plus chère. Paiement, dans le paiement. Dans le paiement. Elle est très chère parce que son... TAM, Total Addressable Market, est immense, c'est celui de Visa et Mastercard. Elle est aussi sur un cumul de croissance, une croissance composée autour de 30 à 35%. Et en même temps, elle a des marges probables déjà de 60% et probables de 65% à long terme. Donc ça, c'est un couple très rare. Et vous faites la somme des deux et vous êtes vous êtes à 95. Ça, c'est un chiffre qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vous avez d'autres sociétés dans la liste, mais l'essentiel, c'est de voir, par exemple, qu'on parle souvent de Tesla qui est trop cher. On peut rapporter Tesla ici et la montrer comme moins cher que Microsoft, par exemple. Pas si cher, oui. On peut... vous avez des valeurs comme Visa, qui est effectivement assez cher, mais qui est, certes, on va dire, sur le couple marge-croissance, moins cher que Nvidia. En fait, on essaye d'acheter toutes les sociétés qui sont à la droite de la ligne rouge, qu'on appelle la ligne des 40, qui est un peu le théorème de la Rule of 40, et sous la ligne de régression. Voilà. Non, très intéressant, c'est une parenthèse un peu longue, mais je trouve que c'est important, d'autant qu'on sent quand même que les paramètres d'investissement ont changé et qu'il y a un cycle de la tech qui s'est peut-être refermé, sans refaire toutes les loges funèbres des GAFAM. Quand on réfléchit à quelques années devant soi, 4-5 ans peut-être, Jean-Edwin, quelles sont les grandes thématiques technologiques qui vous paraissent pertinentes et sur lesquelles vous êtes investi aujourd'hui ?
Alors, c'est le Disruption Fund. C'est pas forcément un fonds de tech, c'est un fonds de rupture. Certes, c'est galvaudé, mais on a la souplesse de sortir un peu de la tech aussi. Donc clairement, autant pendant la pandémie, la crise, c'était la digitalisation du monde instantané, il fallait rester chez soi, et en biotech, trouver un vaccin. On a remarqué quand même qu'il n'y a eu aucune pénurie dans la digitalisation. Il n'y a pas eu de... Je veux dire, Orange ne manquait pas de fibre optique. On n'a pas manqué de cloud. Même, on a quand même réussi en un an à trouver des vaccins. On aime ou on n'aime pas, mais les vaccins, il aurait fallu 10 ans en période de paix pour les trouver. Donc ça s'accélère vraiment quand il y a une crise. La crise d'aujourd'hui, il n'y a aucun doute, c'est l'énergie. Donc on a 42% du fonds sur des thématiques liées à l'énergie. On fait des thématiques de rupture, on fait quand même de la tech, et c'est beaucoup de la clean tech. La plus importante composante de cette clean tech, ça va être autour du solaire, la chaîne de valeur du solaire. Bon, le solaire, c'est une chaîne de valeur compliquée. En amont, les panneaux ne sont pas du tout rentables, et 90% sont fabriqués en Chine, et c'est que de l'importation. En aval, c'est de l'installation, c'est que des salaires horaires. C'est du coût humain. C'est du coût humain, c'est du BTP. C'est pas non plus ce qu'on cherche à faire. Mais au milieu, il y a des petites niches de valeur très précises. Dans la chaîne, il y a dans la chaîne, de la valeur il y a, par exemple, ces fameux micro-onduleurs, micro-inverters, qui sont indispensables. On ne peut pas convertir l'énergie solaire qui est en DC en AC sans ces onduleurs. Et de même, il faut gérer des flux importants. Le renouvelable, c'est sympa, mais il faut du stockage. Le stockage, ce sont des batteries, donc on se focalise beaucoup sur les batteries. Et les batteries doivent être alimentées parfois par le grid, par l'opérateur local, et parfois par le panneau solaire. C'est que la journée, quand vous n'êtes pas là, il faut stocker pour que ce soit disponible le soir, et ainsi de suite. Ça nécessite des softwares qui gèrent les flux électriques dans la maison, entrant et sortant. Et ça, c'est aussi un focus dans le fond. Voilà, on a aussi autre exemple d'endroits où vous voyez des disruptions intéressantes à capter pour demain. Parce que curieusement, les grands groupes industriels comme je sais pas, ABB, Siemens, etc., ils se sont pas beaucoup focalisés là-dessus. Et c'est marrant parce que dans l'émission juste avant, j'écoutais et on parlait des 20 ans de construction de la tech digitale et de l'apothéose des GAFAM, etc. Mais c'est vrai que pendant 20 ans, ils ont bossé pour préparer ce hold-up des profits de l'économie. Bien sûr. Et dans le secteur de l'énergie, on n'a pas fait ça. On a même paradoxalement sous-investi parce qu'on a voulu faire le virage de la transition. Il fallait de la clean tech. Et on ne l'a pas fait. En fait, on a baissé les capex d'énergie fossile, mais on n'a pas su. Donc, pour répondre à la question qu'on se pose, c'est difficile d'imaginer que, y compris dans des secteurs liés à l'énergie ou au clean tech, on retrouve des entreprises qui pourraient accéder au statut qui a été celui de GAFAM pendant. Musk et Tesla, ils se présentent. Ils disent que c'est eux la solution. En tout cas, ça ressemble à ça. Mais ils ne pourront pas y arriver seuls et il y a beaucoup de participants qui arrivent. Dernière question, rapidement pour conclure, Jean, la question du timing. Est-ce que la correction dans la tech est terminée? Et là aussi, vous avez un graphique qui nous apporte une forme de réponse. Si on peut le résumer en une minute pour conclure, Jean. Le Nasdaq de 2000 à 2002, on en parle souvent. Ça, c'est la ligne bleu marine. Il a corrigé en tout et pour tout, en un peu plus de 2 ans, de 78%. Le Nasdaq d'aujourd'hui est composé beaucoup trop des GAFAM. Il faut prendre, on va dire, le tiers du bas. Là, on a toutes les sociétés qui ressemblaient à celles de l'époque, donc non rentables. La tech non rentable, il faut isoler la tech non rentable aujourd'hui pour pouvoir se comparer au Nasdaq d'il y a 20 ans. Je pense. C'est ce que je fais moi. Et le Goldman Sachs a créé un indice qui s'appelle le Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index. C'est tout un vocabulaire. Mais ça, c'est le bleu clair. Et dans le bleu clair, vous pouvez voir qu'on a déjà, en un peu plus d'un an et demi, corrigé de 76%. Donc, on va dire que s'il s'agissait que de ça, on oublie les taux, l'inflation et tout le contexte géopolitique, la tech innovante, celle dans laquelle nous sommes des spécialistes, elle a terminé sa correction. Nous, en ce moment, on dit « the worst is behind us ». J'espère, rien n'est garanti, mais je pense que le timing n'est pas mauvais pour rentrer. Merci beaucoup Jean-Edwin d'être venu nous éclairer sur l'investissement dans la tech. Jean-Edwin Réa qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Quadrille Capital. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.